Êtes-vous prêt pour le démarrage? Je le sais et je le crois. Alors, prêt pour le démarrage? Donc, bienvenue dans le module 2. Comment choisir la bonne structure juridique pour votre entreprise? Comment choisir la bonne structure juridique pour votre entreprise? Donc, il est temps de parler de la structure de votre entreprise. Probablement, ce n'est pas la partie la plus excitante dans le processus de la création d'une entreprise, mais une partie vitale. Une partie très, très importante. Les raisons sont multiples. Justement, il y a les taxes, il y a aussi la responsabilité légale. Et je vais en aborder quelques-unes, les autres, mais c'est aussi une question d'éthique entrepreneuriale. L'aspect professionnel d'une entreprise, comme par exemple, quand vous allez à la banque ou rencontrer des investisseurs privés, et même quand vous allez voir vos propres clients, ça fait une grande différence. Alors, quels sont les 3 principaux types de sociétés ou les 3 principaux types de structures que vous pouvez avoir? Donc, pendant que vous explorez les 3 opportunités d'affaires que vous avez sélectionnées, nous devons discuter d'une des plus importantes décisions que vous aurez à prendre concernant votre entreprise. Et l'objectif du module 2 est de vous guider à travers les différentes structures d'entreprise. Société, partenaire, ce sont des mots qui font tourner les yeux des gens. Pourtant, la structure de votre entreprise a un impact sur toutes sortes de choses, notamment. D'accord? Donc, maintenant, pendant ce temps, comment la structurer juridiquement en parlant? En parlant de notre entreprise. Eh bien, l'objectif, donc, on vient de le dire, nous amène maintenant à considérer ces impacts. Donc, on a dit que, premièrement, c'est la responsabilité personnelle. Si quelqu'un poursuit votre entreprise pour des dettes ou des dommages, peut-il s'en prendre à vos biens personnels? L'autre impact, responsabilité fiscale. Comment les bénéfices de votre entreprise sont-ils imposés? Impact au niveau de la conformité. Dans certains cas, les lois et règlements locaux dictent le type de structure que doit avoir votre entreprise. Donc, inutile de dire qu'il est important de prendre la bonne décision. Mais, ne vous inquiétez pas. Nous allons simplifier le processus pour vous. Vous êtes dans la bonne place. Et c'est vraiment, réellement vrai que
vous êtes prêt pour le démarrage. Alors, lors du choix de la structure de votre entreprise, nous vous recommandons de prendre en compte les 3 caractéristiques ci-dessus devant vous. 1. Coût. 2. Image. 3. Complexité. Alors, lorsqu'il s'agit du coût, il faut comprendre combien cela coûte-t-il de structurer votre entreprise. Les coûts, par exemple, de constitution en société varient selon les provinces, les pays. L'image, lorsque vous vous présentez à des banques, des investisseurs ou des clients, avez-vous l'air d'une entreprise crédible? Complexité, chaque structure commerciale a ses propres exigences en matière de démarrage et de déclaration. Par exemple, les entreprises individuelles sont plus simples à créer et nécessitent moins de paperasse que les sociétés. Ainsi, il est également important de garder à l'esprit que vous pouvez structurer votre entreprise au fil du temps. De nombreuses entreprises démarrent en tant que simples entreprises individuelles, puis se transforment en société lorsqu'elles génèrent des revenus réguliers. En outre, certains États ou certaines provinces n'exigent pas du tout que vous vous constituiez, en société. Je reprends. En outre, certains États, certains pays n'exigent pas du tout que vous vous constituiez en société. Vous pouvez simplement opérer en tant que propriétaire unique au début, jusqu'à ce que vous vous développiez au point d'avoir des employés et que vous ayez besoin d'une structure commerciale plus formelle. D'accord? Alors, c'est à ce moment, nous allons parler de la taille unique ne convient pas à tous. Donc, en fonction de ce qu'on vient de voir, lorsqu'on dit qu'il y a même des pays, peut-être même des provinces, n'ont pas les mêmes façons, les mêmes exigences en matière de la constitution d'une société. Alors c'est pour cela que on va voir que la taille unique ne convient pas à tous. Parce que bien qu'il serait agréable de dire simplement commencer en tant que propriétaire unique, puis constituer une société lorsque vous commencez à gagner beaucoup d'argent. Ce conseil ne serait pas le meilleur dans de nombreuses situations. N'est-ce pas vrai? Une partie de la raison est que si vous réunissez 100 comptables professionnels agréés et avocats dans une même pièce, ils ne seraient pas d'accord sur la meilleure approche, même avec les mêmes informations. Une autre variable est la législation
locale. On vient de parler de cet aspect-là. Les entreprises étant constituées au niveau de fédéral ou de la province, vous devez vous renseigner, il faut prendre le temps, le soin de vous renseigner sur les règles et réglementations qui s'appliquent à votre lieu de résidence où vous vivez. Vous devez également prêter attention aux frais qui y sont associés. En plus de rechercher les lois et réglementations, locales, il est bon d'obtenir l'avis professionnel d'un avocat et d'un expert comptable. Ceci est particulièrement important lorsque vous démarrez une entreprise plus complexe. Les différents types d'entreprises comportent de nombreuses nuances et les lois et les frais varient d'une province à l'autre. Nous ne pouvons pas couvrir toutes les options ni déterminer la meilleure solution qui vous convient le mieux dans le cadre de ce cours. Nous ne pouvons que fournir des informations initiales. Nous vous recommandons vivement de discuter de vos informations spécifiques avec un avocat ou un comptable avant de prendre une décision finale. D'accord? Alors, maintenant, on va considérer, pour dire que il y a deux plus grandes structures juridiques. Il y a l'entreprise individuelle, ce que vous êtes déjà, d'ailleurs, et il y a les sociétés, et il y a différents types de sociétés. Au Québec, les entreprises peuvent faire des affaires sous plusieurs formes juridiques. Vous trouverez ci-dessous une description sommaire des principales formes juridiques d'entreprise. Alors maintenant, considérons l'entreprise individuelle. Il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique qui est exploitée par une seule personne que l'on appelle souvent travailleur autonome ou travailleur indépendant. Une telle entreprise n'a pas d'existence juridique distincte de son propriétaire et n'a ni personnalité juridique ni patrimoine distinct. Bref, lorsqu'une personne physique exploite une entreprise individuelle, on dit souvent qu'elle travaille à son compte. De plus, comme cette personne est la seule propriétaire de l'entreprise, c'est elle qui en retire tous les profits et qui en subit toutes les pertes s'il y a lieu. Maintenant,
Voyons la société par action, qu'on appelle aussi compagnie. Une société par action, aussi appelée compagnie ou personne morale, est une entité juridique distincte. À ce titre, elle détient des droits et des obligations qui lui sont propres. Au Québec, les sociétés par action sont constituées notamment en vertu de la loi sur les sociétés par action. Une société par action a pour but d'exploiter une entreprise afin de réaliser des bénéfices qui seront répartis, s'il y a lieu, entre ses actionnaires. D'accord? Maintenant, caractéristique d'une société par action. Elle a une existence distincte de celle de ses actionnaires. Elle possède des biens en son nom propre. Elle a des droits et assume des obligations et des responsabilités. Elle signe des contrats par l'entremise de ses administrateurs. Elle peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre d'une personne physique. Maintenant, voyons ce qu'on appelle la société en nom collectif. SENC, société en nom collectif. Une société en nom collectif est un groupement de personnes appelées associés qui conviennent dans un esprit de collaboration d'exercer une activité commune. Les associés d'une société en nom collectif ont pour but d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances et d'activités et de partager entre eux les bénéfices pécuniaires et les pertes qui en résultent. Alors, une belle société est créée au moyen d'un contrat de société et doit être désignée sous un nom commun aux associés. Ceux-ci sont solidairement responsables de certaines dettes et obligations de l'entreprise, indépendamment de la part respective de chacun dans la société. Donc, il peut s'agir, par exemple, de bureaux de professionnels. Si vous voulez offrir un service de ce genre, comme une entreprise en ligne, ou vous utilisez l'Internet pour attirer des clients. Parce que aussi, on avait parlé du fait que dans les entreprises de services, hein, il peut y avoir aussi un bureau de professionnels, avocats, notaires, dentistes, etc. Alors, la société en nom collectif a un siège, ce qu'on appelle établissement principal, un nom qui lui est propre et elle peut agir en justice, c'est-à-dire qu'elle peut poursuivre quelqu'un et être poursuivi. D'accord? Maintenant, voyons la société en commandite. C'est le SEC, société en commandite. Une société en commandite est constituée d'un ou de plusieurs commandités qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. Elle est créée au moyen
d'un contrat de société et doit être désigné sous un nom commun aux associés. Les commandités fournissent surtout leur travail, leur expérience et leurs compétences. D'accord? Donc, ce sont les seules personnes autorisées à administrer et à représenter la société. Donc, ils ont une responsabilité solidaire à l'égard des dettes de la société. De ce fait, l'apport de capital dans la société en commandite revient aux commanditaires. Les commanditaires fournissent argent ou biens à la société et leur responsabilité à l'égard des dettes de la société se limite à leur apport dans cette dernière. La société en commandite a un siège, établissement principal, un nom qui lui est propre aussi, et elle peut agir en justice, c'est-à-dire qu'elle peut poursuivre quelqu'un et être poursuivi aussi. Maintenant, voyons la société en participation. Il s'agit d'une société qui n'est pas une personne morale et qui n'a pas de personnalité juridique et dont les associés agissent en leur nom propre pour le compte de tous. Toute société québécoise en commandite ou en nom collectif qui n'est pas immatriculée est considérée comme une société en participation. Bien entendu, le contrat constitutif de la société en participation peut être écrit ou verbal ou peut résulter de faits qui indiquent l'intention de s'asseoir. Alors, en fonction de tout ce que je viens vous raconter, vous expliquer, je pense que la question numéro 1 que vous devez vous poser en ce moment est la suivante. Parmi ces différents types de structures juridiques d'entreprise, lequel dois-je choisir, monsieur? Donc, c'est une très belle question. Alors, on va répondre à cette question. Il n'y a pas une seule bonne réponse pour tout le monde. Nous ne pouvons donc pas répondre à cette question. Tout d'abord, cela dépend aussi de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Ce que je viens de vous dire est pertinent, surtout pour le Canada. Plus précisément, province du Québec. Parce que moi, je suis au Québec. Je suis un Québécois. Très bien. Donc, maintenant, la plupart des pays ont une configuration très similaire. Mais vous devez demander conseil aux autorités locales. L'entreprise individuelle, c'est que vous êtes déjà un entrepreneur propriétaire unique. Si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez le faire. Et vous le déclarerez sur vos impôts comme revenu personnel. Le problème, c'est que c'est à votre nom. La responsabilité vient avec ça. Non, on a vu cela, pas vrai? On a considéré cet aspect-là. Donc, le coût de l'installation est une considération majeure que nous allons aborder tantôt. OK? Pour que vous compreniez les propriétaires uniques, les sociétés
les sociétés à responsabilité limitée, il y a des coûts impliqués. Ensuite, on va parler d'image. D'accord? Donc, c'est important aussi. Alors, quoi? Lesquelles de ces structures véhiculent l'image que vous recherchez pour votre entreprise particulière et qu'est-ce qui est requis pour votre entreprise particulière. Et enfin, la troisième, et non la moindre, mais peut-être la plus importante, considérons les plus importantes, la complexité. Vous pouvez être très complexe avec ça. Mais de quoi avez-vous vraiment besoin? Donc, rappelez-vous, une chose que vous allez passer par cet exercice, tout le monde est unique. Tout le monde est différent à la fin. Donc, je veux que vous compreniez que tout ce que vous apprenez n'est que de l'éducation. En fin de compte, vous avez besoin de conseils professionnels. Vous pourriez parler à un CPA. Hein? Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour ça. Il suffit d'appeler un comptable professionnel agréé et avoir une conversation rapide avec eux. Très bien. Hein? Ils font ça tout le temps. Mais nous allons vous aider à vous équiper pour avoir une conversation efficace. De ce fait, ne commencez pas à descendre dans ce terrier de lapin trop loin. Hein? Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les subtilités hein, du fonctionnement de la comptabilité, du fonctionnement légal. J'ai juste besoin que vous en sachiez assez pour le moment. Donc, vous prendrez une décision intelligente pour là où vous êtes en ce moment. L'autre bonne nouvelle est que vous pouvez faire une erreur si vous mettez en place une structure maintenant ou que vous choisissez de faire une autre chose. Vous pouvez la changer plus tard. C'est cool, ok? Si vous vous rendez compte dans un mois que les affaires sont en plein essor et qu'elles ont pris une autre direction, dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, ce n'est pas grave. Nous pouvons juste aller de l'avant. Tout est modifiable. Très bien. C'est bon? La seule chose importante à l'heure actuelle est juste d'obtenir une sorte de début. Nous voulons que vous commenciez. C'est pour cela, le cours s'appelle « Prêt pour le démarrage ». Parfait? Donc, dans la prochaine vidéo, on va considérer les autres aspects de la structure juridique d'une entreprise. À tantôt.